l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe est absent cette semaine et il allait conduire des voitures. Et en fait, j'ai un blanc de mémoire, là, je vous dis ça, mais je me souviens pas c'est laquelle. Il nous le dira à son retour. La semaine prochaine. Et Hugues, cette semaine, on a un invité de marque, je veux le mentionner. Absolument. Simon Saint-Hilaire, qui est un formateur en vente automobile notamment, et je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur le métier de vendeur automobile avec lui. Ça va être cool, mais d'abord, quelques actualités. On va faire ça rapidement parce qu'évidemment, on va parler beaucoup avec Simon. C'est un sujet intéressant au niveau de la voiture ancienne, alors on ne s'éternisera pas. Actualité rapide. Je sais pas, Hugues, ce que tu penses des porte-paroles automobiles chez nous au Québec. On a une culture qui est un peu différente. On engage des porte-paroles pour des marques plus qu'au Canada anglais. C'est vrai. Et on vient de le faire avec Polestar cette semaine. Justine Dufour-Lapointe, qui est une championne en ski, évidemment, a été engagée comme ambassadrice pour la marque Polestar. Ce qui est assez intéressant parce que j'ai eu à faire une entrevue plus tôt cette semaine avec le président mondial de Polestar où je lui posais justement la question à savoir s'il ne considérait pas important d'avoir quelqu'un qui représenterait bien la marque chez nous au Canada et lui de me dire, ben on annoncera demain qui sera notre porte-parole. Alors j'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais Justine Dufour-Lapointe, c'est la nouvelle porte-parole. T'en penses quoi? Ben, je pense que c'est intéressant parce que les porte-paroles au Québec, ils ont de l'impact. Et quand ça marche bien, quand ça se passe bien, ça a un vrai impact sur les ventes. Ouais. Quand ça se passe pas bien, c'est arrivé dans les années récentes avec certains porte-paroles, ouais. Ça a aussi un impact. Et tu l'as dit très justement. D'où l'importance d'engager quelqu'un dont on est certain. Mais c'est vrai que je pense que c'est relativement québécois comme approche. Et ça, aujourd'hui encore, ça a encore de l'impact, ça compte. Est-ce qu'en France, c'est une pratique qu'on voit souvent? Moins qu'ici, et je te dirais c'est moins une nouvelle. Dans l'automobile, ça arrive bien sûr, mais je pense que moins en général. OK. Alors, Justine Dufour-Lapointe, qui est nommée comme ambassadrice de la marque Polestar. Alors, on va voir des publicités défiler. Évidemment, Polestar a besoin de redorer son blason en ce moment parce qu'on passe à travers des étapes qui sont loin d'être faciles. On a cessé la commercialisation de la Polestar 2 parce qu'elle est faite en Chine. On a des problèmes de vente du Polestar 3 parce qu'il est fait aux États-Unis et qu'il y a des contre-tarifs qui s'appliquent. Et là arrive la Polestar 4 sur le marché prochainement, qui, elle, est faite en Corée du Sud. Là, il n'y a pas beaucoup de risques, mais il y a d'autres modèles du futur qui sont aussi faits en Chine qui, pour l'instant, ne peuvent être commercialisés chez nous. Il y a les difficultés du marché de l'électrification. Bon, évidemment. Et ça joue. Et justement, ça va jouer aussi pour un autre véhicule chez Ford. Oui, le F-150 Lightning. Semblerait qu'on est en discussion chez Ford quant à la possibilité d'éliminer le produit complètement. La division électrique de Ford a perdu des sommes colossales. Et encore cette année, on est à 3,7 milliards de pertes au niveau de la vente de véhicules électriques. Évidemment que le F-150 Lightning fait partie de l'équation. On ne cesse pas chez Ford l'évolution, l'objectif d'arriver avec une gamme de véhicules électrifiés plus compacts. Absolument. Et ça comprend d'ailleurs une camionnette compacte, là. Mm-hmm. Mais au niveau du Lightning, ben, il se pourrait qu'on en soit au dernier mille. Et puis d'autant que la production du F-150 a connu des problèmes à cause d'ennuis chez un fournisseur. Et donc, en fait, Ford se recentre aussi sur les véhicules les plus rentables. Qui sont les F-150 à essence normal. Et les Expeditions et les Navigator et tous ces gros camions qui n'ont pas de motorisation électrique. Alors, à suivre, est-ce que le F-150 Lightning pourrait disparaître? Et si oui, est-ce que GM sera seul joueur américain à vendre une camionnette pleine grandeur électrique d'ici peu? Parce qu'on sait aussi que Ram a abandonné le projet. Ouais, il va y avoir de l'hybride rechargeable assez avancé, mais... Ouais, c'est ça. Puis bon, évidemment, il y a des joueurs comme Rivian, Scout qui vont lancer des camionnettes intermédiaires, mais dans le pleine grandeur et dans des camions qui sont gigantesque et lourd, ben là, le marché pourrait éventuellement n'appartenir qu'à General Motors à suivre.
Ce qui nous quitte aussi cette année, on l'a appris, on se l'est fait confirmer, en fait, il y a une semaine à peine. C'est Nissan qui abandonne sa Versa. La Versa, qui est la voiture la moins chère au pays. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Et qui, très mauvaise nouvelle, en même temps, on ne faisait aucun effort pour en vendre. Non, je sais, mais justement, on continue à faire en sorte que le marché pousse vers le haut, des tarifs toujours de plus en plus élevés. Ouais. En ce moment, je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens aient les moyens de se payer les voitures au prix où elles sont, quoi. Je veux dire, les modèles d'entrée de gamme commencent à manquer drôlement. En fait, il n'y en a plus. C'est pas compliqué. Voilà. Les sous-compacts sont anéantis du marché nord-américain, exception faite de la Fiat 500e, mais qui est électrique. Ouais, c'est un peu après. Mais la Versa, c'était la dernière sous-compacte du marché. On sait que l'an dernier, la Mirage est disparue. Restait uniquement la Versa cette année. Et Nissan abandonne non seulement la Versa, mais aussi le Kicks-Play. Donc, les deux véhicules les moins chers de la gamme Nissan disparaissent cette année, ce qui veut dire que le véhicule d'entrée de gamme sera désormais la Sentra, avec un prix d'entrée qui va être probablement supérieur à 28 000 en incluant les frais de transport préparation pour une Sentra S. Et on sait très bien que ce n'est pas celle qui va se vendre le plus. Non. Ça sera probablement la SV, sinon la SR. Et là, on va dépasser largement les 30 000 Donc, chez Nissan aussi, même si c'est un constructeur qui a de gros défis en ce moment, on élimine les modèles d'entrée de gamme. Effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une erreur. D'autant que chez Nissan, en ce moment, il y a 3 véhicules qu'on ne peut plus vendre, en l'occurrence le Murano, le Pathfinder et le Frontier, des modèles qui sont fabriqués aux États-Unis et qui sont sujets à des contre-tarifs de 25 %. C'est pourquoi on a décidé de les éliminer. Il y a la Leaf qui arrive en ce moment, mais je veux dire, c'est un véhicule à 45-50 000 $. C'est pas ça qui va faire rouler tout le réseau. Non, c'est ça. Alors, et chez nous au Québec, on était friands de petites voitures. La Versa ne se vendait pas énormément parce qu'on ne la poussait pas. Mais pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture sous-compacte, qui veut l'acheter, non pas la louer, la conserver le plus longtemps possible et avoir le plus petit coût de possession à long terme, c'est le moment ou jamais parce que la Versa, il en reste encore pour quelques mois chez les concessionnaires et après ça, c'est terminé. Au retour, on parle avec Simon Saint-Hilaire. Le guide de l'auto. Je suis très content de l'invité qu'on reçoit cette semaine, Hugues, parce que je n'ai pas connu Simon directement, mais dans une autre vie, alors que j'ai brièvement vendu des voitures, j'avais eu droit à une formation de la part de son père, qui s'appelle Roger Saint-Hilaire, qui est connu dans le monde de la vente automobile, mais dans le monde de la vente et du marketing en général à travers le Québec. Et Simon, c'est littéralement le pendant plus jeune du paternel. Tu as l'impression que c'est la même énergie, la même vibe et tu as aussi l'impression qu'il pourrait te vendre à peu près n'importe quoi. Les chats font pas des chiens. Bien sûr, j'avais envie de le recevoir à l'émission parce qu'on sait que le métier de vendeur automobile, c'est un métier qui n'est pas très bien perçu de la part du public, alors qu'il fait face à de gros défis. Oula. Et lui, il est formateur et conférencier au niveau de la vente, pas juste de l'automobile, mais notamment là-dedans parce qu'il y a énormément de travail en automobile. Simon, merci d'avoir accepté l'invitation avec nous aujourd'hui et bienvenue à l'émission du Guide de l'Auto. Merci Antoine et Hugues. Je suis très heureux d'être avec vous deux ce midi. Bonjour. Première question, évidemment, que j'ai pour toi. Parle-moi un peu, évidemment, de l'entreprise familiale et de ton background personnel pour qu'on comprenne un peu où tu te situes, là. Effectivement, tu l'as bien présenté. Mon père est venu au monde avant moi. C'est une tradition familiale là, depuis 12 générations. Les parents viennent au monde avant les enfants. Ouais. On essaie de poursuivre la tradition. Et moi, c'est ma 31e année maintenant que je fais de la formation comme ça. Je suis chanceux parce que je rencontre des gens d'abord super intéressants presque au quotidien. Je donne quelques formations par semaine. Mais j'ai bien sûr, moi aussi, vendu avant. Il fallait que je fasse mes classes. Ouais. Et donc, j'ai moi aussi vendu brièvement l'automobile pendant 2 ans. Okay. Au début des années 90. Alors, j'en garde un formidable souvenir. C'est une industrie qui m'est chère. Et quand tu parlais il y a quelques instants de la réputation des représentants automobiles, c'est quelque chose qui me touche parce que ça me fait mal quand j'entends des mauvais commentaires, mais on pourra en parler. Ouais. Mais alors, c'est ça. Alors, depuis 31 ans que je fais ça,
dans tous les secteurs, mes clients, ça va du Canadien de Montréal en passant par l'armée canadienne. J'ai des clients qui ont 250 000 employés, comme j'en ai qui ont 10 employés. OK. Je suis vraiment, vraiment privilégié. Alors, on parle de vente, service à la clientèle, management, tout ce qui tourne autour de la business. Et c'est fort intéressant. Et j'aime l'idée j'ai jamais voulu concentrer ce que je faisais sur un seul domaine ou une seule industrie, Ouais. puisque j'ai l'impression que chaque domaine a intérêt à s'inspirer de ce qui se passe dans les autres industries pour Ouais. être meilleur puis rester à l'avant-plan. Ben, j'ai toujours eu, moi, comme perception que le modèle ou la mesure étalon du service à la clientèle, on le voyait notamment dans l'hôtellerie. Oui. Où, évidemment, ben, c'est un domaine où tu n'as pas de droit à l'erreur et tu as un service généralement très bon. Et si c'est pas le cas, tu retournes pas. Mais évidemment, dans la vente, tu sais, moi, je peux nommer j'ai des exemples en tête d'entreprises chez qui je ne retournerai jamais parce que j'ai eu des expériences épouvantables. Et je parle pas de l'automobile, je parle de façon générale. Et c'est vrai aussi pour chacun des individus qui ont eu à acheter un bien ou un autre à travers leur vie. Donc, c'est sûr que quand on parle de vente automobile, ben là, on est dans le bain. On a toujours eu... Tout le monde a eu une expérience positive, neutre ou négative, minimalement. Mais je pense que le premier mot que tu as nommé et qui m'a titillé l'oreille un peu, et je trouve ça intéressant, c'est représentant des ventes automobiles. Moi, ça m'avait fasciné parce qu'à l'époque, quand j'avais suivi une formation avec ton père, et là, on est en 2000... c'était du côté de chez Toyota et c'était l'époque où Toyota lançait ce qu'ils appelaient la formule accès Toyota. Donc, tentait de faire valoir que le véhicule était vendu à prix unique, qu'il n'y avait pas de place à la négociation et tout ça. Et le premier mot que ton père nous avait mentionné à nous qui étions vendeurs automobiles à cette époque-là, c'était: vous n'êtes pas des représentants, vous n'êtes pas des conseillers, vous êtes des vendeurs. Assumez-vous. Et je le crois encore. Hein? Il avait même spécifié aux gens du concessionnaire automobile qu'il fallait refaire les cartes d'affaires parce qu'il s'était écrit représentant des ventes ou conseiller. Je me souviens plus exactement, mais ça m'avait marqué. Et là, toi, tu as utilisé le nom représentant. Alors, je ne sais pas si c'est un faux pli ou c'est une habitude. Mais je te dirais que effectivement, l'industrie a laissé beaucoup aller le mot vendeur au fil des années. Ouais. Moi aussi, j'aime qu'on adopte, qu'on soit fier de ce qu'on fait. Je dis, prenez le rôle que vous voulez. J'ai vu conseiller automobile, j'ai vu consultant automobile dans certaines concessions. Et puis, la vente, c'est de la vente. Et la vente, c'est de la séduction. C'est vraiment de la séduction, la vente. Tu sais, un concessionnaire tente d'attirer, de séduire une clientèle pour les attirer vers sa concession. Alors, et notre objectif, c'est de vendre. Tout le monde prétend qu'ils ont des bons véhicules, tout le monde prétend qu'ils ont des bonnes garanties, des bons prix, des bons taux. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'aspect séduction, ma façon de me présenter, d'entrer en contact avec le client, d'établir une relation solide. On vend sur des promesses, on revend sur des promesses tenues. Vas-y. Est-ce que c'est vrai que tout se joue dans la première minute, la perception initiale du client qui entre en concession? En fait, tu peux même avoir une perception X quand tu parles avec le vendeur par courriel ou par téléphone, mais la vraie perception, c'est quand tu l'as devant toi. Et tout se joue dans la première minute ou les premiers 2 minutes, là. Absolument, parce que c'est quand je parle de l'aspect séduction, c'est très rare qu'on va revenir sur une première opinion qu'on a eue sur un individu. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est très rare. Et comme ça demeure, la relation automobile, c'est pas pareil que, oui, on veut maintenir la relation avec l'acheteur éventuel parce qu'on aimerait qu'il rachète de nous éventuellement. Sauf qu'on va s'entendre, c'est pas comme le vendeur de pièces qui, lui, visite la concession chaque semaine pour vendre des pièces automobiles, vendre des équipements. Il y a une relation d'affaires qui est établie. Alors, fait que le client, quand il vient, tu as mentionné des bonnes expériences, des moins bonnes, des neutres. Un client mécontent, on estime qu'il va le dire à peu près à 19 personnes de vive voix. Et un client mécontent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les
plateformes de réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement. Et Google Review. Estime, puis, bon. Exactement. Ouais. Et on estime que monsieur, madame, tout le monde mécontent dans une concession a le potentiel de le dire à 2000 personnes s'il s'en va sur les réseaux sociaux. Alors, on n'a pas les moyens, comme vendeur ou représentant, de déplaire à la clientèle parce que le client, on sait que le client va être lié pour son automobile s'il la loue en moyenne à peu près 5 ans. On sait que maintenant, il y a du financement là, qui va très loin en termes de vente automobile. Ouais. Ça veut dire qu'avant que tu puisses avoir la chance de revoir ce client-là, c'est quelques années. Donc, de maintenir la relation demeure tout un enjeu. Évidemment que tout ne se passe pas comme sur des roulettes là, dans le monde de la vente. Et on constate plusieurs choses là, dans le monde de la vente automobile. Hugues, tu es à même de le constater aussi. En ce moment, il y a pénurie de vendeurs, il y a du roulement de staff à travers les concessionnaires, ce qui veut dire que tu peux acheter un véhicule aujourd'hui et dans 3 mois, ton vendeur va être transféré dans une autre concession. Ça se peut que ce soit une concession du même groupe, comme ça se peut qu'il soit allé ailleurs parce que son salaire a augmenté de 25$ par semaine. Alors, la fidélité d'un vendeur face à son concessionnaire, elle me semble de plus en plus rare et je pense que c'est un élément qu'il faut réussir à ramener à l'avant-scène. La fierté d'appartenir à un groupe ou à une concessionnaire et de bien le représenter, là. Ce que tu dis là est tellement vrai parce que, et d'ailleurs, on le voit plus dans les grands centres, dans les milieux urbains. En région, j'ai pris la peine de contacter quelques dirigeants de concessions pour parler avec eux. Et puis, ce qu'on me dit, c'est qu'en région, la fidélité, la loyauté du personnel est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup moins de rotation du personnel de vente à ce niveau-là. Les gens sont là, ça leur convient, c'est un milieu de vie. Le travail est un milieu de vie aussi. Les gens se connaissent et puis ça. Alors, les gens vont souvent demeurer beaucoup plus longtemps en concession. Montréal, Québec, les plus grands centres, on voit effectivement une rotation qui est encore assez élevée. Puis, et ça va loin parce que ça veut dire que lorsque je vends une marque de voiture, il ne faut jamais que je critique les autres marques. Je ne peux pas, en tant que vendeur, je peux dire pourquoi ma voiture est un meilleur achat que celui de la compétition, mais je ne peux pas dire que l'autre est moins bon. Parce que, d'abord, au niveau si je vends également des voitures d'occasion, j'ai à vendre toutes les marques. Donc, je ne peux pas me disqualifier à ce niveau-là. Et ça va très loin. Dans certains domaines, lorsque je fais des formations de management et qu'on parle d'embauche, je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'était pas votre compétiteur direct, mais qui était dans un domaine connexe. Parce que, si je prends un exemple autre, imaginez que je vends du Makita, ça fait 25 ans au centre de rénovation. Depuis 25 ans, je leur dis que les meilleurs au monde, c'est Makita. Je m'en vais travailler chez DeWalt demain. Je vais voir les mêmes clients. Puis je me suis trompé. Je pensais vraiment que c'était DeWalt les meilleurs, puis Makita, puis finalement, je réalise que c'est autre chose. Alors, le vendeur doit être très habile lorsqu'il parle d'une marque et d'une autre pour ne pas critiquer et se brûler par la suite. Mais les gens ont tout intérêt à essayer de développer une loyauté envers leur employeur et les employeurs doivent mériter la loyauté de leur personnel aussi. Absolument. Et comment on explique qu'il y a autant de rotation? Même un président d'un groupe de concessionnaires qui passe son temps à prendre un vendeur et le changer de chaise à tout bout de champ, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Les gens dans je vais l'appeler la vente au détail, parce que l'automobile, c'est de la vente au détail aussi. Et puis, qu'on le veuille ou non, la vente a ceci de particulier par rapport aux autres métiers. C'est qu'on arrive dans la vente par accident. Il y a personne à l'âge de 15 ans que lorsque le professeur interroge les étudiants pour leur demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, tu vas entendre mécanicien, professeur, pompier, ingénieur, peu importe. Joueur de hockey. Quelqu'un qui lève sa main, joueur de hockey, influenceur aujourd'hui, les plus jeunes vont parler d'influenceurs. Et podcasters aussi. Voilà. Mais la réalité, c'est que si je lève la main à 15 ans, je dis je veux devenir vendeur, il y a probablement il va y avoir une intervention. La direction va contacter vos parents puis ils vont dire il y a quoi avec votre fils ou votre fille. Et il y aura une intervention auprès de la direction. Alors, fait que les gens arrivent dans la vente par accident. Il y a des gens qui se rendent compte que c'est un beau métier. Ils ont envie de le pratiquer longtemps puis ils vont faire des très belles carrières. Il y en a d'autres qui, des fois, réalisent que c'est peut-être pas pour eux autres. Et souvent, le vendeur est drôle parce que c'est le champion des raisons. Lorsqu'il gagne et lorsqu'il y a des bons résultats, c'est grâce à son travail.
Et quand il n'y a pas les résultats escomptés, c'est parce que le concessionnaire fait pas assez de publicité, le fabricant est pas c'est la assez faute de tout le monde. agressif. Bien sûr. Tout le temps, sauf eux autres. Ben, je dirais Alors, même que c'est la faute du chroniqueur automobile qui a critiqué négativement le produit. Certainement. Ouais, certainement. ça, on l'a entendu souvent. Absolument. J'imagine bien. Je voulais vous le dire, messieurs. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, fait que c'est ce qui se produit. Alors, je crois que c'est une des raisons qui explique le taux de roulement élevé. C'est que les gens disent je vais essayer ça. Et on le voit particulièrement chez les jeunes hommes. Hein? C'est-à-dire que les jeunes hommes arrivent dans ça. On a une affection avec l'automobile, les jeunes hommes qui commencent très jeunes. On aime ça. Et puis, et là, tu dis hey, je vais aller vendre de l'auto en pensant que ça va être le fun, que ça va être facile. C'est difficile, la vente automobile. Les gens ne le réalisent pas, mais c'est difficile. Un bon vendeur va jouer entre 140 et 150 véhicules par année, à peu près, dépendamment de la région et du fabricant. Ouais. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a des deux, là, mais dans la majorité des cas, il y a encore des vendeurs qui sont payés uniquement en commission à 100%. Ouais. Alors, ça veut dire que si je vends pas ou je livre pas de véhicule, j'ai pas de paye. Et ça ajoute une pression. Il y a des gens qui deviennent plus nerveux, plus craintifs, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça se promène. Et pour les concessionnaires qui vont déplacer des gens d'une concession à une autre, c'est comme Martin Saint-Louis, à un moment donné, qui essaie de revamper ses trios. Ouais. Quand la rondelle roule pas comme il veut, mais en général, pour moi, quand un dirigeant décide de déplacer des vendeurs, c'est parce qu'il est insatisfait des chiffres, il est nerveux. Okay. Et il agit en fonction d'essayer de tenter quelque chose, un coup d'éclat. Des faux plis d'un vendeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit le plus disons dans l'industrie automobile? Quels sont les plus grands faux plis, les mauvaises habitudes qu'ont adopté les vendeurs? Est-ce que c'est notamment le fait de penser en résultats mensuels parce que l'industrie est dessinée comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'un vendeur adopte des faux plis? L'habitude, je crois que d'abord, on estime qu'on perd 61 de nos clients à cause de l'indifférence. L'indifférence, c'est quand je commence à prendre les choses pour acquis. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu des résultats, la suite des choses va devenir facile. Et on dirait que, c'est au début, quand tu es embauché, tu as de quoi prouver, tu as de quoi démontrer, tu veux que les gens voient qu'ils ont fait un bon coup en t'engageant. Ouais. Et après ça, bien là, il y a un confort qui s'installe. Hein? Puis l'être humain est fort là-dessus. Alors, l'indifférence de mettre moins d'efforts. Puis je l'ai vécu quand j'étais représentant. Les premières rencontres que je faisais avec des clients, c'était le tour du garage, le tour guidé au complet. C'était le walk-around en bas des uniformes. Exactement. On faisait le tour au complet. Et là, finalement, quand tu es rendu... La première année, là, tu livres... Tu as une excitation. Et à un moment donné, l'indifférence s'installe. Et ce que vous avez tous les deux, qui est absolument remarquable en passant, et tous les vendeurs automobiles devraient s'inspirer de ça, c'est votre excitation à l'égard d'un nouveau modèle, d'être capable, après avoir essayé et vu autant de voitures, d'être capable de vous exciter encore pour une voiture qui est pas nécessairement une voiture à 150 000 $, puis de trouver votre plaisir et de la rendre excitante pour l'auditeur et le téléspectateur. Bien, le vendeur automobile, ce qu'il perd à un moment donné, c'est sa passion par rapport à l'automobile. C'est que, sans être un passionné de l'automobile, c'est le deuxième achat en importance dans la vie d'un individu qui est propriétaire. C'est le plus important pour le locataire. Ça représente beaucoup de choses, l'achat d'un automobile. Et le client qui vient de l'acheter, il y a une excitation. Quand le vendeur est capable de partager cette excitation-là avec le client, de se mettre au diapason. Ah oui, puis de voir que... tu peux pas livrer ça comme du poulet, là. C'est un automobile. et puis, on dirait qu'il y a des gens qui... Ils n'ont vendu 150 une première année, puis là, ils livrent ça comme si c'était du poulet. Mais le client, lui, son achat est aussi important que ça l'était lorsque tu as commencé à vendre ça. Et le manque d'écoute. Les gens n'écoutent plus. Les gens vont tout de suite vers les solutions. Je trouve qu'on n'interroge pas assez les clients sur, qui ils sont, à essayer d'établir un lien, mais qu'est-ce qu'ils veulent comme véhicule, qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils reprochaient aux véhicules actuels, qu'est-ce qu'ils reprochent, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus, et d'être curieux. Si je suis chez Mazda et que le client a un véhicule Nissan, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il envisage un Mazda? Je veux savoir, moi, qu'est-ce qui l'a amené chez nous. Je trouve que les vendeurs automobiles vont rapidement à qu'est-ce que vous voulez avoir, je vais vous le faire essayer, puis après ça, on discute de prix, puis on essaie de s'entendre.
Et je souvent, trouve on qu'on a perdu discrédite cette le magie-là. produit. Souvent, on discrédite le produit que le client possède actuellement. Tu sais, on voit ça souvent. Mais moi, ouais. j'ai déjà vu, effectivement, on arrive, c'est la première question, c'est quoi le paiement que vous voulez? Ouais. Ah, That's it. ça me rend fou. Ouais. Et Hugues, imaginez, c'est comme si vous alliez chez le médecin. Imaginez, là, je suis docteur Saint-Hilaire là, pour ce midi. Et vous venez Ça me se trouve vous venez me facilement, un médecin, rencontrer. soudainement. As-tu vu? Ah oui, effectivement. Je suis pas sûr du diagnostic là, que ça va donner, mais Tu l'appelles, Mais sauf tu l'appelles, il répond. En tout cas, c'est déjà pas pire. Ouais. Mais si vous venez me voir dans un cabinet de médecin, puis vous me dites, docteur, je file pas, puis ma première question serait, ton budget, c'est quoi? Ouais. Il me semble Ouais. que ça Ouch. fait drôle. Et, Ouais. et comment peut-on discuter de budget avant d'avoir discuté de ce que le client a envie de conduire, de c'est quoi son besoin? Ouais. Est-ce qu'il y a une roulotte à tracter? Est-ce qu'il y a un bateau? Est-ce qu'il y a un chalet? Est-ce qu'il y a une grosse famille? Ouais. Est-ce que c'est des parents de jeunes joueurs de hockey? Je trouve qu'on ne pose pas assez de questions. On parle beaucoup du prix et des mensualités. Et ça rend la transaction très froide, à mon avis. comment est-ce qu'on fait en tant que client? Client qui, aujourd'hui, est beaucoup mieux informé et a fait ses devoirs beaucoup plus qu'à une certaine époque. Comment est-ce qu'on fait comme client pour arriver en concession et tout de suite savoir si le vendeur est de notre côté, si c'est vraiment un bon vendeur ou si la confiance ne s'installera pas? Quels sont les éléments qui nous permettent de détecter ça? Moi, c'est drôle, je reviens à l'écoute. Quand je vois que la personne prend la peine de poser des questions, mais Ouais. de les écouter, de les prendre en note aussi. Moi, j'aime bien un vendeur qui prend des notes. Si demain, je te rencontre pour une entrevue, je vais écrire des choses. Alors, moi, j'aime que le vendeur semble organisé parce que ça va en dire beaucoup sur la suite des choses. Tu sais, il me promet un bon service, mais souvent, les gens vont confondre bon service avec le respect de l'engagement. Si j'ai une livraison planifiée cet après-midi à 16 h pour mon véhicule et que j'arrive à 16 h, que le vendeur m'accueille, puis il est excité, il est content, il dit enfin, c'est le grand jour et il Ouais. est à l'heure et le véhicule est prêt à l'heure, c'est un bon service, mais c'est le respect de l'engagement qu'on a pris. Oui, oui. Quand est-ce que je vais le savoir quand je vais avoir un bon service? C'est quand mon véhicule va être en rack sur le bord d'autoroute et là, je vais appeler, puis là, je vais savoir s'il y a un bon service. Bien, alors, je trouve que le vendeur qui prend la peine d'écouter les préoccupations du client, qui s'informe et des détails qui peuvent paraître banals. Admettons que tous les deux, vous arrivez ce soir, vous allez dans une concession et vous êtes accompagné de votre conjointe, des enfants, admettons. Le vendeur qui prend la peine de s'informer du nom des jeunes qui se présentent auprès d'eux, Ouais. il laisse personne de côté dans la conversation. On voit encore en 2025 que tu vas avec ta conjointe acheter un véhicule et puis on parle davantage à l'homme qu'à la conjointe, alors que c'est sa voiture, c'est elle qui va la conduire. Ah, c'est et de elle toute qui va la façon, c'est payer. elle qui va décider. Que ce soit la voiture de l'homme ou de la femme, elle va décider quand même. Fait que- C'est ça, on le sait très bien. Ouais, hein. c'est ça. Notre security clearance est assez Ouais, peu c'est ça. élevé, hein, mais, C'est ça. et on voit pas ça juste dans l'automobile. Ouais. Là, sauf que, alors, pour moi, c'est vraiment ça. Un vendeur qui est à l'écoute va être un bon vendeur, mais va être quelqu'un qui va nous donner un bon service en général pour la suite des choses. Est-ce que le métier de vendeur automobile, dans le contexte d'aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier qui est un peu en péril? Ce que j'entends des différentes concessions, c'est que le walk-in est encore bon. Il y a encore des belles choses. Moi, je crois que le métier en soi est encore solide. Je voyais, pendant la pandémie, je voyais que Volvo avait fait une annonce à un moment donné où ils annonçaient qu'à compter de 2030, il y aurait plus possibilité de parler à un vendeur. Il faudrait acheter les voitures en ligne. Je sais pas s'ils poursuivent dans cette direction-là. Je crois que c'est une erreur, moi, qui va rapidement avoir des conséquences majeures. Je crois qu'il y a encore de la place pour la vente automobile. C'est un gros achat. Peut-être que nos enfants, éventuellement, vont exiger ou vont demander d'autres choses, mais il y a encore de quoi d'excitant au fait d'aller en concession. Ben oui. La preuve, regardez les codes d'écoute que vous avez, regardez votre livre, combien d'éditions il est acheté par année. Je crois que les fabricants et les concessionnaires ont tout intérêt à
maintenir des heures d'ouverture qui sont agréables pour le consommateur et d'avoir du personnel sur place qui est disponible. Et les gens vont aller en ligne souvent après avoir une mauvaise expérience en personne. Alors, il faut que je reviens à mon point tantôt, la séduction, il faut qu'on soit prêt tout le temps à recevoir les gens. Il y a un bel avenir encore pour ceux qui sauront la saisir. La vente automobile, évidemment, c'est un métier. Il y en a qui l'apprennent sur le tas. Il y en a qui font des formations. Il existe des formations spécifiques à la vente automobile, Oui. mais il existe des formations générales. Quelles sont les principales clés d'une formation pour qu'un vendeur ait quelques outils dans son coffre? Je parlais de l'écoute. L'évaluation du client et de ses besoins, pour moi, est un des éléments les plus importants parce que quand j'ai bien saisi les besoins, les attentes de mon client, je suis en mesure d'établir la stratégie. Qu'est-ce que je veux lui proposer comme véhicule? Est-ce que je veux procéder à un essai routier? Ouais. Est-ce que le client a un véhicule à me laisser en échange ou est-ce qu'il envisage le vendre lui-même? Alors, quels sont les arguments que je vais employer? Alors, je vais choisir mes arguments par la suite. Et bien sûr, ensuite, tout l'aspect de présentation du véhicule, c'est que souvent, le pitch de vente est fait en fonction du véhicule et non en fonction de la personne. Et le pitch de vente, pour moi, ne devrait pas être fait en fonction du véhicule, mais bien en fonction de l'individu. Quand j'ai mon dernier véhicule, quand je l'ai acheté, je suis pas un fan de mécanique, moi, mais je fais 50 à 75 000 kilos par année, dépendamment de l'année. Quand même. J'ai eu un accident en parachute il y a quelques années. Je garde des séquelles pour des blessures que j'ai eues. Alors, pour moi, ma priorité, tout honnêtement, c'est le siège du conducteur. C'est le confort, l'ergonomie. Le confort. Mais ma conjointe est ingénieure. Quand elle a acheté son dernier véhicule, le vendeur est extraordinaire, lui a posé des bonnes questions, lui a demandé qu'est-ce qu'il aimait de son ancien véhicule. Et quand on est arrivé pour l'essai routier, il s'est adressé à ma conjointe, il dit « Madame Franqueur », elle s'appelle Franqueur, il dit « Avez-vous envie qu'on se parle de mécanique? » Et j'ai trouvé que sa question était parfaite. Ma conjointe, elle dit « J'aimerais beaucoup. » Et il a ouvert le hood, puis il a fait une présentation qui a duré quasiment une demi-heure. Moi, j'ai eu ma première et seule pensée suicidaire à vie. Mais c'était à elle qui vendait. Ouais. Et il a bien fait les choses. Alors, fait que c'est là où pour moi, une bonne formation, c'est l'évaluation du client, comment on présente le véhicule, l'offre qu'on a, comment on va parler de prix, de quelle façon on va le faire. On va devoir closer. Il faut closer nos ventes. Le client va s'objecter. Et alors, il faut apprendre à répondre aux objections. Et dans la vente automobile, la vente complémentaire et la vente croisée sont essentielles parce que, messieurs, je vous apprends rien. Lorsqu'on parle des accessoires, lorsqu'on parle des traitements possibles, des garanties prolongées, et on sait que pour le concessionnaire, ça représente une place de revenus c'est essentiel. Alors, un bon vendeur dans l'automobile qui n'est pas capable de faire de vente complémentaire va éventuellement nuire à sa position au sein de l'organisation et on envisagera peut-être de le remplacer. Alors, pour moi, ça, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, j'ajouterais que le vendeur automobile doit avoir une capacité de chasseur un petit peu. Il ne peut plus juste se contenter du walk-in. Il faut qu'il soit proactif, il faut qu'il contacte des gens, des anciens acheteurs, des clients qui sont venus, qui n'ont pas acheté, ses contacts naturels, les gens avec qui il a étudié, des gens avec qui il a fait du sport. Il faut qu'il soit en mesure de faire un petit peu de sollicitation et de prospection. Et sans ça, s'il se fie seulement sur le walk-in, les revenus seront peut-être pas au rendez-vous et il pourrait éventuellement se décourager. Simon, est-ce que le client a toujours raison? Ça, c'est la question qui tue. Là. C'est la question qui tue. Il a toujours raison de son émotion. C'est-à-dire que s'il est déçu, il a raison. Il a raison d'être déçu. Est-ce qu'il a toujours raison? Bien sûr que non. Il y a des gens qui vont dire des choses qui n'ont pas d'allure, des choses qui ne font pas de sens. Mais ou qui ne respecteront pas des engagements. Parce qu'on tantôt, on parlait de respect d'engagement. Ça va dans les deux sens. Ah oui. Les clients qui vont dire que le véhicule n'a pas été accidenté alors qu'il a déjà été. Je me souviens, moi, c'est une anecdote, mais ça va vous faire sourire, mais je vends une voiture, le client vient chercher son véhicule, il nous laisse son véhicule en échange.
avant de partir, comme les gens souvent le faisaient, me demande s'il peut prendre les clés pour aller chercher les quelques derniers effets personnels qui sont demeurés dans son ancien véhicule. Je lui remets les clés, il revient, me ramène les clés. Quand vient le temps pour moi d'aller déplacer le véhicule par la suite, le véhicule part pas, j'ouvre le hood et puis il n'y a plus de batterie dans le véhicule. Je vous jure. Alors, je rappelle mon client, je dis, il n'y a plus de batterie dans l'auto. Ben, il dit, elle était neuve, je ne sais pas pour vous la laisser. et alors, je dis, quand j'ai évalué votre véhicule, non seulement il y avait une batterie, il y en avait une qui marchait. Et puis, alors, moi, je m'attends à voir ça. Puis le client était en colère, là, épouvantable. Il me disait, vous êtes des bandits, ça n'a pas de bon sens, je viens de l'acheter. Et ma batterie. Alors, fait que le client, des fois, il y a une façon particulière de voir les choses. Mais, somme toute, est-ce que le client a toujours raison? Ben, la réalité, c'est que oui, parce que s'il n'achète pas chez vous, son prochain véhicule, il ne sera pas tenté de revenir chez vous. S'il fait des références, ça ne sera pas envers vous comme vendeur, ça ne sera pas envers votre établissement. Alors, le client doit trouver on doit trouver une façon de donner toujours raison au client, bien que ce n'est pas toujours facile. Des fois, les gens peuvent se sentir attaqués. La question de la fin en est pas vraiment une, Simon. En fait, j'ai besoin que tu me vendes ta salade. À qui tu offres tes services? Qu'est-ce que tu offres comme formation? Et quel est le bénéfice de faire affaire avec Simon Saint-Hilaire? Bien, c'est gentil de m'offrir cette opportunité-là. J'offre vraiment des formations à tout type d'organisation. Comme je le mentionnais, là, c'est autant de la petite que de la grande entreprise et vraiment dans tous les domaines. Tu sais, j'ai des domaines, moi, que j'affectionne particulièrement. Le domaine funéraire est un domaine absolument fantastique dans lequel j'aime beaucoup donner des formations. Mais ça touche vraiment tout le monde qui a des clients à servir. Et pourquoi? Bien, écoutez, j'ai 31 ans d'expérience, ça finit par servir quelque chose. Vous n'avez pas vu ma face souvent à JE parce que je ne suis pas passé à JE. Alors, ça veut dire que j'ose croire après que vu à la télé, jamais vu à la télé. Exact. Moi, je suis déjà passé à JE, mais pas du mauvais côté. C'est ça. C'est pas pire. Voilà. Alors, fait que c'est comme ça. Puis, et je dirais que j'ai pris la peine ce matin, je parlais avec un dirigeant de concession à qui je donne de la formation pour ses équipes. Et puis, il me disait, Simon, d'ailleurs, on devra se reparler. Je voulais lui demander comment ça se passe cet automne en concession, ça a l'air de quoi et tout ça. Et il dit, d'ailleurs, je suis content qu'on se parle aujourd'hui parce que on aura à planifier quelque chose pour d'autres encore là, pour cette année. Bien, ça donne des résultats. C'est les gens, je disais tantôt, on achète sur des promesses, on rachète sur des promesses tenues. Tantôt, j'ai dit que les vendeurs arrivaient d'en vendre par accident. Mais si le joueur du Canadien qui est sur un 3e trio, qui appartient aux 620 meilleurs joueurs au monde dans sa profession, il joue entre 8 et 11 minutes par match sur la glace. Il s'entraîne 6 jours par semaine à quelque chose qu'il fait depuis l'âge de 4-5 ans. Bien, comment un vendeur automobile qui est arrivé, ou dans n'importe quel secteur, qui est arrivé dans la vente par accident, qui ne s'entraîne jamais, bien, une journée ou 2 de formation par année pour son équipe de vente, c'est un changement d'huile, c'est un ajustement. On ramène des habitudes oubliées, on en crée des nouvelles, ça donne des résultats et ça amène un boost drôlement positif pour le personnel aussi. Simon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je pense que les gens sont peut-être un petit peu plus outillés sur comment faire leur première approche dans une concession, vont peut-être voir le métier d'une différente façon parce que, encore une fois, c'est un super beau métier. C'est un métier qui a mauvaise presse et on a besoin un peu de redorer l'image d'un métier qui a été sali par quelques individus, malheureusement. Je pense. Moi, je pense qu'il y a un 5 % des gens qui n'ont pas d'allure, mais il y a un 5 % de politiciens qui n'ont sûrement pas d'allure. Il y a sûrement un 5 % de médecins qui n'ont pas d'allure. C'est sûrement vrai des avocats aussi. C'est un beau domaine encore. La majorité des gens ont des bonnes intentions, sont fiables et honnêtes. Merci beaucoup, Simon. À très bientôt. Merci à vous deux, messieurs. Ça fait plaisir. Au revoir. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, tu nous parles cette semaine d'une voiture que j'ai connue, évidemment, dans les années 80, la Mercury Capri, mais non pas la Mercury Capri, ou la Capri, du moins, qui a été vendue dans les années 70 et qui est le modèle anglais.
Plutôt un clone de la Mustang. Exactement. Malgré des débuts prometteurs, la Mercury Capri n'a pas réussi à sortir de l'ombre de sa prestigieuse cousine, la Ford Mustang. Bon, comment débute l'histoire de la Capri? Alors, Ford lance en Europe en 1969 un coupé sport qui reprend l'esprit de la Mustang américaine originale. Baptisé Capri, il sera vendu en Grande-Bretagne avec le slogan « La voiture que vous vous étiez toujours promise ». La Capri sera déclinée en 3 générations et sera produite de 1969 à 1986. Elle connaîtra un joli succès en Europe, spécialement en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud et étonnamment en Amérique du Nord. Elle est commercialisée ici dès le millésime 1970 dans le réseau Lincoln Mercury. Grâce à des moteurs de plus en plus gros, initialement 1,6 litres, puis 2 litres et enfin V6 de 2,8 litres, les ventes montent régulièrement et atteignent 113 069 exemplaires en 1973, sa meilleure année. À partir de 1974, elle baisse et l'arrivée de la 2e génération pour le millésime 76 ne permet pas d'enrayer cette chute. La raison, l'augmentation importante des prix à cause d'un Deutschmark toujours plus fort. En 1978, dernière année de sa commercialisation, elle est plus chère qu'une Mustang, ce qui explique qu'elle n'est alors écoulée qu'à 4079 exemplaires. Au total, la Mercury Capri originale aurait réalisé 464 729 ventes en Amérique du Nord sur 9 millésimes. Pour continuer l'aventure, Mercury va devoir trouver une autre source, et cela tombe bien, car Ford a quelque chose dans le pipeline. Et ça s'appelle la plateforme Fox, qui va avoir été surexploitée à la fin des années 70 et dans les années 80. Et même 90. Ouais. Le développement de la plateforme Fox commence en 73. Elle doit servir au renouvellement des Pinto, projets abandonnés au profit de l'Escort, des Maverick, ce seront les Ford Fairmont et Mercury Zephyr, et donc de la Mustang. Et c'est ce dernier modèle qui a la priorité des ingénieurs. Ce qui est bon pour la Mustang est bon pour les autres gammes, pense-t-il. C'est pourquoi il choisit d'utiliser une construction monocoque, une suspension McPherson à l'avant, une suspension à 4 bras à l'arrière avec ressorts hélicoïdaux à la place des ressorts à lame et une direction à crémaillère. Devant la baisse des ventes du modèle importé d'Allemagne, la Capri est finalement ajoutée au programme. Bon, évidemment, on lance la voiture pour l'année 79 avec la Mustang. Et c'est une année importante aussi pour la Mustang parce que la Mustang 2 était une voiture catastrophique, pas nécessairement au niveau des ventes, mais par rapport à ce qui était déjà la Mustang dans le passé. C'était pas drôle. Alors, c'était une année charnière pour Ford, pour Mercury. Et la Capri a fait partie de ce succès-là. Bien sûr. Les 2 autos arrivent le 6 octobre 1978. Par rapport à sa cousine, la Capri se distingue par une face avant plus horizontale, ce qui explique un CX passant de 0,44 à 0,48. Des feux arrière redessinés, c'est des chiffres qui font rire aujourd'hui. Ouais, quand même. Donc, des feux arrière redessinés, des passages de roues galbées et la possibilité d'une seule carrosserie hatchback. La Mustang existe aussi en coupé de porte. Ah oui, c'est vrai. Une finition à la fond en faux bois à l'intérieur et un meilleur équipement de base, d'où un poids supérieur de 44 kg. 4 moteurs sont proposés, 4 cylindres de 2,3 litres, V6 de 2,8 litres, qui sera remplacé en cours d'année par un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres à cause de problèmes d'approvisionnement depuis l'Allemagne, V8 de 5 litres et 4 cylindres turbo de 2,3 litres, ces 2 derniers moteurs faisant 140 chevaux. 4 niveaux de finition sont disponibles, base, Ghia, RS et RS Turbo, avec effectivement le moteur turbo d'office, des pneus Michelin TRX et une suspension renforcée. Au lancement, la presse apprécie les lignes modernes, la tenue de route, le V8 coupleux, l'habitacle accueillant, mais le moteur turbo n'est pas du goût de tout le monde, ainsi que l'essieu arrière rigide. Ouais. Au Canada, le prix de base la Capri de base est proposée à 5 267 $, soit seulement 67 de plus que la Mustang hatchback. Et la clientèle suit en masse. Les ventes de Mustang passent de 192 000 exemplaires en 1978 à 370 000 en 1979. Incroyable. La Capri réalise un excellent démarrage avec 110 144 immatriculations. Bon, évidemment, la Capri va connaître d'importantes évolutions au fil des années côté moteur. Là. Oh oui, alors sauf pour ce qui est du 4 cylindres qui restera à 88 chevaux, sauf en 82 et en 83, ça va être 86-90 chevaux. Le 6 cylindres en ligne de 3,3 litres sera remplacé par un V6 de 3,8 litres développant 120 chevaux en 83, avec carburateur de corps d'abord, puis l'injection électronique à partir de 84. Le V8 de 5 litres disparaît en 1980 au profit, si l'on peut dire, d'un V8 de 4 litres 2 de 117 chevaux.
qui disparaîtra à son tour à la fin du millésime 82. Le 5 litres ne fait son retour qu'en 84, avec cette fois une injection électronique pour 165 chevaux, mais cette version ne durera que 2 ans. La vraie vedette, à partir de 1982, c'est le 5 litres à chaud, high output, qui développe 157 chevaux. Sa puissance montera à 175 chevaux en 83, puis 210 en 85, et enfin à 200 chevaux en 86, lors du passage à l'injection électronique. Quant au 4 cylindres turbo, il s'avère populaire au lancement. La puissance s'élève à 150 chevaux en 1980, mais il est retiré du catalogue en cours de millésime 81 à cause de problèmes de fiabilité et avec seulement 17 exemplaires fabriqués. Le turbo revient en 83 avec une injection électronique, 143 chevaux, puis 175 en 84 avec le bloc de la nouvelle Mustang SVO sur la Turbo RS, mais il est supprimé définitivement à la fin de 1984, le V8 ayant retrouvé une place de choix dans le cœur des acheteurs. Bon, la Capri va évoluer aussi au fil des années. Il y a des changements cosmétiques, il y a des changements au niveau des versions, des équipements. Là. Effectivement, le millésime 80 ne voit que des changements mineurs. Les ventes baissent à 79 984 exemplaires, mais celles de la Mustang descendent aussi à 271 322 exemplaires. Le second choc pétrolier est passé par là. Pour 1980, la version Ghia est remplacée par la GS, l'équipement amélioré alors que les freins à disque sont désormais de série et qu'un toit T-top est proposé en option. La baisse des ventes continue, 58 946 exemplaires. La gamme est revue pour 82, version de base, L, GS et RS, mais seuls 36 134 exemplaires sont écoulés. Le millésime 1983 apporte son lot de changements significatifs. Nouvelle calandre, vitre arrière en forme de bulle, révision intérieure, mais rien n'y fait. Seuls 25 376 Capri sont vendus. Il faut dire que la concurrence interne est plus forte que jamais. La nouvelle Mercury Cougar est poussée par le réseau de concessionnaires, car plus rentable, et la Mustang bénéficie de nouveau d'une carrosserie cabriolet déniée à la Capri. On va y revenir. La gamme est simplifiée pour 1984, GS de base, RS et Turbo RS, alors que la banquette arrière rabattable vient de série. Contrairement à la Mustang dont les ventes redécollent, 141 580 exemplaires, la Capri continue sa spirale descendante, 20 642 exemplaires. La gamme est encore simplifiée pour 1985, GS et RS 5 litres, et de nombreuses victoires en SCCA Transam n'arrivent pas à inverser la tendance, 18 657 immatriculations. Pour le millésime 86, Mercury ne fait même plus de publicité pour la Capri. Pourtant, les ventes remontent à 20 869 exemplaires. Il y aura quand même des éditions spéciales de la Capri. Ça, c'est intéressant. Oui, il y aura quelques séries spéciales. La première d'entre elles étant la Black Magic, lancée au millésime 1981. Disponible en noir ou en blanc, certains concessionnaires les renommeront alors White Magic. Elle se distingue par des accents dorés, des roues TRX en aluminium, des sièges baquets en vinyle et tissu noir et or, la suspension rallye et une écope de capot. Elle sera écoulée à 4 588 exemplaires en 1981, 1727 en 1982 et 469 en 1983. En janvier 83, elle est remplacée par la Crimson Cat, similaire à la Black Magic. Elle reçoit des roues de Cougar XR7 à la place des TRX et un intérieur noir. Ouais, très bonne idée. Et un intérieur noir avec des inserts rouges pour les sièges. Tout juste 805 exemplaires seront commercialisés seulement durant l'année 83. Enfin, la Turbo RS de 1984 est souvent appelée Charcoal à cause de sa couleur unique, charbon métallique foncé renforcé par des bandes de couleur orange et des bas de caisse clairs. Elle ne sera vendue qu'à 1321 exemplaires. Reste maintenant à parler d'une curieuse association. Oui, avec McLaren, évidemment. Ça, c'est tout un produit. Et on en croise à l'occasion de ces voitures-là. Ça reste quand même assez rare. Ouais. Ce sera le modèle le plus spécial. L'idée de réaliser un cabriolet sur base de Mustang Fox est venue à Peter Muscat en 1982, alors qu'une telle carrosserie n'existait pas encore. Il conçoit des lignes avec un arrière spécifique, comprenant une capote dissimulée sous un cache en fibre de verre, entraînant la disparition de la banquette et l'installation d'un pare-brise plus incliné. Il envisage de produire son modèle, mais puisque Ford sort une Mustang cabriolet en 1983, il contacte Mercury pour sa construction et la marque est intéressée. C'est ASC, un spécialiste des toits ouvrants et capotes fondé en 1965 par Heinz Prachter, qui émit son contrat pour sa réalisation. Elle s'associe avec McLaren Engines,
créée en 1969 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren, aussi fondateur de l'écurie de F1, pour les modifications mécaniques. En plus de la fabrication à la main, les autos sont très équipées, intérieur cuir et vrai bois, et reçoivent des moteurs spécifiques avec arbre à cames de course. Ceci explique leur prix élevé, environ 3 fois celui d'une Capri de base, et leur diffusion limitée, 443 exemplaires en 1984 et 1986. Est-ce que c'était vendu au Canada? J'en suis pas sûr. Moi, j'ai vu des étiquettes de vitres américaines, mais j'ai jamais vu ça canadien. C'est une bonne question. Pas sûr. Vu la diffusion limitée, je suis pas convaincu. J'imagine que non. Enfin. ASC McLaren fabriquera aussi 500 coupés avec des modifications esthétiques et mécaniques durant ces 3 années. Et avec la disparition de la Capri, ASC McLaren produira ensuite 1806 Mustang cabriolets avec le dessin de Muscat entre 1987 et 1990. Bon, la Capri, ça se termine fin 1986. Mercury a d'autres stratégies par la suite. Pourquoi est-ce qu'on a cessé littéralement la Capri alors que la Mustang se renouvelait en 87 et que c'est devenu une voiture drôlement plus populaire à partir de ce moment-là? Exactement. En fait, tout simplement à cause de la baisse rapide des ventes. Ford n'envisage pas de reconduire le modèle pour 1987. La Mustang, comme tu l'as dit, doit à ce moment subir un profond restylage et l'investissement dans de nouveaux outillages pour la version Mercury est tout simplement jugé trop coûteux. Capri, c'est fini. La dernière auto est assemblée le 7 septembre 1986. Le réseau Mercury ne se plaint pas, car les ventes de Cougar se portent alors très bien. Merci beaucoup. Le nom Capri reviendra ensuite en 1990 avec un petit cabriolet construit par Ford Australie sur base de Mazda 323. Mais ceci est une autre histoire. Et ça sera vendu uniquement sur le marché américain. On aura tenté de rivaliser avec la Miata, mais de façon un peu maladroite. Manque de flair. Voilà. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Alors Antoine, maintenant là tu vas nous parler d'une icône de l'industrie automobile japonaise puisque tu es allé rouler la nouvelle Honda Prélude. Oui, une voiture qui fait un retour après 25 ans d'absence. Bon, on se souvient que c'était en fin d'année 2001 qu'Honda avait abandonné la Prélude et on l'avait fait tardivement parce que, si on se souvient bien, Nissan, Toyota, la plupart des constructeurs japonais avaient abandonné leur sportive à la fin des années 90. C'était l'hécatombe parmi les coupés sport à cette époque-là. Ça se vendait plus. Pensez à la Celica, pensez évidemment à la 240 SX, à la Mitsubishi Eclipse qui était notre Eagle Talon, tout ça, c'était disparu. On a ramené la Celica, là, mais c'est une autre histoire, mais la Prélude, elle, est demeurée jusqu'en fin d'année 2001 et là, on relance le nom. Mais on ne le relance pas sur une Prélude à proprement parler, si tu veux mon avis, parce que la nouvelle Prélude, c'est un coupé civique auquel on donne du caractère. Ce qui était un petit peu quand même les origines de la toute première Prélude. Ah oui, mais évidemment que la toute première Prélude n'avait rien à voir avec la dernière. L'avant-dernière, je devrais dire. Alors là, on est bien d'accord. Donc, la nouvelle Prélude, évidemment, c'est une base de Honda Civic, même plateforme, motorisation hybride, boîte, on appelle ça ICVT, mais en fait, c'est une boîte directe. Ce qu'on a voulu faire avec la nouvelle Prélude, c'est donner un petit peu plus de punch à une voiture qui est capable de rouler à 5 litres, 5 litres 5 au 100. Là. Ligne qui est très fuyante, que je trouve passablement réussi, mais qui n'a pas le caractère racé de ce qui était une Prélude à l'époque, dans les années 90, début 2000. C'est une voiture à haillons. Alors, ça en fait un coupé plus pratique. Mais évidemment, c'est une voiture 2+2. Là. Oui. Faut la voir comme ça. Motorisation hybride, 200 chevaux de puissance, qui, ironiquement, est exactement la même puissance que la dernière Prélude qui a été vendue en 2001. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on aurait espéré qu'il y ait eu quelques petits chevaux de plus par rapport à la Civic. Puis j'ai envie de te dire que c'est ce qui manque, parce que c'est pas une fusée en accélération, mais on a programmé électroniquement, on a un mode qui s'appelle S+, qui permet de simuler des passages de vitesse manuellement. Et tu sais quoi? On réussit à duper complètement le conducteur parce que tu as vraiment l'impression que c'est une boîte mécanique. Ah ouais. Ça marche. Et en plus, on a simulé une sonorité
typiquement Honda qui passe à travers les haut-parleurs, OK. mais qui te rappelle carrément le son d'un moteur de Civic SI. Là. Ah, bah, Alors, écoute. ça marche bien de ce côté-là, ce qui fait que tu es capable d'aller chercher de belles sensations. L'empattement est plus court que celui d'une Civic, les voies sont plus larges que OK. celui d'une Civic, et tu as le berceau avant complet d'une Civic Type R. Donc, côté maniabilité, c'est super, c'est réussi. Et comme tu n'as pas 300 chevaux de puissance, ben, tu n'as aucun effet de couple en accélération. Tu as une belle position de conduite, mais c'est une auto pour se faire plaisir à vitesse légale. Mais c'est sûr que c'est pas une voiture pour faire du quart de mille. Là. Non, On mais, oublie ça. mais en même temps, je pense que c'est une très bonne idée parce que maintenant, là, moins de voitures sport, c'est 400, 500, on monte à Oh, des ouais. 1000 chevaux. Puis, Et ça n'a- puis moi, je vois c'est pas ça. adapté au trafic. Ça, je trouve ça, Ça, beaucoup absolument. plus intéressant. Et il faut comprendre un truc. Là. La boîte manuelle est en péril, on le sait. Et moi, ce que je vois dans cette auto-là, c'est une technologie qu'on va prêter à la prochaine Civic SI. C'est écrit dans le ciel, en ce qui me concerne. Mais on n'a pas d'intention de vendre cette voiture-là. Et c'est ce que je trouve dommage parce que sa fabrication japonaise fait qu'elle ne peut pas être véritablement rentable en Amérique du Nord. Et malheureusement, les concessionnaires au Québec, au Canada, devrais-je dire, vont en avoir 2-3 exemplaires par année maximum. On n'en vendra pas plus que le nombre de Civic Type R, ce qui est très dommage parce que c'est une voiture qui mériterait un bien meilleur sort, mais la profitabilité n'est pas là. Et il faut voir la nouvelle Prélude, malheureusement, comme un véhicule de recherche et développement qui va permettre à Honda d'amener des technologies mécaniques futuristes dans d'autres modèles qui seront peut-être fabriqués chez nous, comme la nouvelle Civic, la Civic de prochaine génération. C'est comme ça, il faut le voir. Mais si vous réussissez à mettre la main sur une Prélude, ça va être une voiture à conserver. C'est une auto avec laquelle vous allez avoir beaucoup de plaisir, qui va Absolument. se distinguer dans le paysage automobile. Ce qui est dommage, c'est qu'au Québec, au Canada, bien, on va avoir du blanc, du noir et du rouge. Le modèle qui est peint en blanc va avoir un habitacle couleur crème et marine. Les autres, ça va être habitacle noir. Aux États-Unis, il y a aussi cette possibilité d'avoir du bleu, mais ça s'arrête pas mal là. Donc, c'est pas un véhicule sur lequel on a de réelles intentions de vente. Je pense que c'est symbolique. Ça va servir d'image de marque parce qu'Honda en a bien besoin. Oh, c'est ce que j'allais te dire. Ouh là là. Mais on n'a pas, Oui. on n'a pas beaucoup d'intention d'en vendre, ce qui est un peu dommage. Mais j'ai adoré mon expérience au volant. Donc, Et la seule chose qui est un petit peu agaçante, c'est qu'on ne connaît pas encore le prix, qui va certainement avoisiner les 50 à 55 000 ce qui est quand même assez coûteux pour un petit coupé de 200 chevaux là, Ouais. à roue motrice avant. mais bon, c'est déjà un collector. C'est ça, exactement. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.